Partant des hauteurs de Saint-Chamond dans le massif du Pilat, l'aqueduc du Gier est un des plus longs aqueducs romains connus. Son parcours, qui épouse le relief du plateau et traverse le département du Rhône, met en œuvre presque toutes les techniques romaines de construction d'aqueducs. Le franchissement de l'Iseron au plat de l'Aire est la partie la plus spectaculaire. L'aqueduc devait traverser une dépression large de près de 3 km, pour une dénivellation de quelques 140 mètres. Le siphon réalisé est un tour de force technique. 2000 ans plus tard, on retrouvera ce système de siphon à la station d'épuration de Pierre-Bénite. À la veille de la Révolution, la France compte 22 universités, avec une absence de marque, Lyon. C'est que Lyon, ville commerçante et manufacturière, a longtemps opposé deux savoirs. L'un académique, l'autre appliqué, et l'on a privilégié le second contre le premier. Joseph-Marie Jacquard met au point un métier à tisser qui permet à un seul ouvrier de manipuler le métier au lieu de plusieurs auparavant. Cette invention marque l'essor d'une culture sur les systèmes mécaniques complexes dont découle par la suite l'invention de la machine à coudre par Barthélemy Timonier, puis celle du cinématographe par les frères Lumière, redevables tous trois des astuces mécaniques du métier à tisser. Les nécessités de développement poussent à investir des sites moins propices, comme cette rive gauche, autrefois constituée de l'Aune et de Brotteaux. Des protections sont progressivement mises en place pour diminuer l'exposition au risque d'inondation, mais les grandes crues du XIXe siècle ont largement submergé la plupart de ces défenses. Alors on conforte les quais en les dimensionnant par rapport à la ligne d'eau de la crue de 1856. Et ces possibles traversées vers l'est ouvrent les voies du développement de la ville vers les plaines du Dauphiné. Le Far East commence alors au pont de la Guillotière. Parallèlement à la promesse d'un Eldorado industriel au soleil levant, toujours sous la forte demande du milieu industriel, les écoles techniques et d'ingénieurs continuent de s'implanter dans l'agglomération. On construit pour la chimie l'école de la Martinière, dite École des sciences et des arts industriels, l'école centrale en 1857, la Société d'enseignement professionnel du Rhône en 1864. En 1872, Lyon obtient son école de commerce, avant l'inauguration des facultés catholiques en 1877. L'école vétérinaire, la première au monde, sert à l'époque des fins très pratiques, comme la lutte contre les maladies du bétail. L'école supérieure de chimie industrielle de Lyon, l'école municipale de tissage et de broderie, l'école française de tannerie. Bref, en cette fin de siècle et parce que les édiles ne voient pas encore l'intérêt d'un apport en savoir académique, l'essor de l'université dans l'agglomération ne se fait que de manière très tardive. Et c'est par le pont de l'université, construit en 1903, que les étudiants lyonnais traversent le fleuve pour rejoindre le palais des facultés, dans lequel sont rassemblées les sciences, la médecine et la pharmacie, le droit et les lettres. L'agglomération lyonnaise, qui continue de s'industrialiser au début du XXe siècle, a des besoins très importants en électricité. On ouvre alors la première usine hydroélectrique de France à Cusset. Après la Seconde Guerre mondiale, Mérieux industrialise la virologie moderne et invente le terme de vaccinologie. Berliet sort le T100, l'un des plus gros camions jamais construits au monde. En Algérie, 2 de ces camions géants prennent part à la grande aventure française du pétrole. C'est dans le contexte historique du début de la guerre d'Algérie que l'Institut national des sciences appliquées de Lyon s'installe sur l'ancienne emprise militaire et hippodrome du Grand Camp de Villeurbanne. Ses fondateurs orientent l'Institut vers une nouvelle forme de recrutement. C'est sans concours que viennent s'inscrire les nouveaux élèves ingénieurs. C'est indiscutablement la caractéristique la plus novatrice, mais aussi la plus contestée du modèle de formation à cette époque. Et s'il est vrai que le projet de formation de l'INSA a clairement mis l'accent sur l'enseignement, un des piliers de ce modèle est l'association de la formation humaine à la formation technique. Ceci se matérialise par la création du Centre des Humanités, dès la naissance de l'Institut, qui se préoccupe d'aider les étudiants à apprendre à problématiser le réel, tout en apprenant à problématiser leurs connaissances. Création de la première institution internationale à Lyon de recherche sur le cancer, en même temps que la loi du 31 décembre 1966, qui permet la constitution des communautés urbaines. Suite aux événements du mois de mai, la loi d'Edgar Faure du 12 décembre 1968 sur l'orientation de l'enseignement supérieur fait de chaque université un établissement juridiquement autonome.
Un an après la promulgation de la loi Faure, le ministre de l'Éducation nationale annonce la création de 2 nouvelles universités. Lyon 1, qui regroupe les anciennes facultés de sciences et de médecine, et bien que multilocalisé, construit ses bâtiments principaux sur le campus de la Doua. Et Lyon 2, qui regroupe l'ancienne faculté de lettres et de sciences humaines et de droit. Mais cette création s'inscrit d'emblée dans le provisoire. C'est donc sur ce terreau-là que l'université d'un côté et la communauté urbaine de l'autre ont pour souci premier de s'organiser, et leurs destins se croiseront à nouveau d'ici quelques années.